C'est lourd. C'est toujours très lourd et en même temps, ça a l'impression d'être un vieillard. Parce que ça fait tellement d'objets. J'ai quand même commencé à l'envers de ce que j'avais prévu. Voilà. Non, parce que comme vous avez rappelé la volière de Romesco, et qu'on l'a faite au théâtre Viti à Lausanne, grâce à Mathias Langhoff qui nous avait invités, et on n'avait pas assez d'argent pour la finir, et c'est Jean Tinguely qui, passant par là, a fait donc un tableau, et c'est par la vente de ce tableau qu'on a payé la volière de Romesco. Voilà, c'est une sorte comme ça, je me rappelle encore, il a ramassé des plumes, parce qu'il y avait des oiseaux, et il a collé les plumes sur une sorte de papier qu'il a ramassé. On a fait donc une photo de ce tableau, on en a fait des tirages qu'on a vendus un peu comme une sorte de lithographie, et c'est la vente du tableau qui a payé la volière. Voilà, donc c'est vrai que voilà, la vie peut être comme ça. La vie peut complètement retourner toute situation. Je me rappelle encore, même la volière ne tenait pas, et j'étais venu, moi, en 64, voir l'exposition de Lausanne, et j'avais vu ce théâtre de Max Bill, et je ne pensais pas que 30 ans après, je m'accrocherais à Max Bill pour tenir, parce que la volière penchait, et donc avec un tire-fond, on a tiré sur Max Bill, quoi. Donc voilà, comme quoi l'histoire, elle est totalement imprévisible, et voilà, j'ai tenté de faire de l'architecture comme ça. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire de l'architecture en étant nous-mêmes les commanditaires? C'est-à-dire que toute l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut réinventer la commande? Puisque la commande, telle qu'elle est définie dans l'architecture, elle est tellement modélisée, qu'elle est tellement contraignante, qu'il est possible que beaucoup échappent à la commande, parce que donc atypique par rapport à la commande, et que beaucoup de fois la commande empêche de répondre à la demande, on pourrait dire, puisque la commande vient quand même en grande partie d'une demande sociale, d'une demande publique, d'une demande culturelle, et peut-être que cette demande est incomprise, ou cette demande est toujours modélisée. Et comme elle est modélisée, elle perd son sens entre le moment où, on pourrait dire, la demande s'exprime, et dont la demande est comprise, que la commande se fait, que la réalisation se fait, et que l'usage vient ensuite. Et donc je me suis dit très tôt, est-ce qu'on pourrait renverser le tout et presque inventer la commande, y compris d'ailleurs même, grâce à cela, élargir le champ de la commande, c'est-à-dire que faire en sorte qu'il y ait plus de commandes architecturales et que des architectes aient plus de travail qu'il y en a à l'heure actuelle. Et donc en faisant comme ça, c'est pour ça qu'on me qualifie de stratège, c'est parce que c'est essayer de repérer ce qui ne peut pas se faire, ou ce qui devrait se faire et se fait mal, et en reposant la question autrement, peut-être même annuler la commande pour la remplacer par une autre commande, et peut-être qu'en faisant ou en réalisant la commande, retourner la demande pendant ce temps où la chose se construit. Et alors c'est assez compliqué, comme ça, c'est facile à comprendre, mais c'est assez compliqué de comprendre comment on peut le mettre en œuvre sur la réalisation d'un bâtiment. Donc j'ai décidé non pas de faire un inventaire de tout ce que j'ai fait, qui à chaque fois traite de ce sujet, mais peut-être de prendre 3 ou 4, je ne me rappelle plus, projets qui sont totalement un peu dans cet esprit et qui retournent ou qui précèdent la commande, et ensuite de passer un film que je n'avais pas vu, que j'ai vu il y a 3 jours, d'une réalisatrice qui a fait un film sur un chantier qui était très important pour nous à l'agence, où on a décidé qu'un bâtiment culturel, pendant qu'il se construirait, son programme culturel serait le chantier. C'est-à-dire de ne pas dire il y a voilà, de la programmation culturelle qui se tient dans un théâtre, dans une salle de musique, dans des ateliers, ainsi de suite, et on attend de l'avoir construit pour l'occuper, ni de jouer à l'art pendant que la chose se fait, et éventuellement de considérer que les interventions d'artistes pourraient être donc un moment qui permettrait donc de faire passer le temps du chantier, mais de considérer que le temps du chantier, c'est-à-dire donc la matérialisation physique
du projet architectural, est-ce que ce temps du chantier ne pourrait pas être l'objet d'une observation publique et non pas simplement de spécialistes, qui permettrait donc à un public ou à des publics de regarder la chose en train de se faire et peut-être même de laisser à cette chose publique une liberté qui ne se fait jamais, la liberté d'interpréter. C'est-à-dire de dire peut-être qu'entre le moment où le projet s'est fait et le moment où le projet se construit, il y a une deuxième phase qui corrige le projet et que pendant que le projet se fait, il prépare celui qui s'en sert. Et peut-être même que celui qui le construit est un des publics qui s'en servira. C'est-à-dire que c'est une chose à laquelle on pense rarement, que voilà, il n'y a pas d'un côté les spectateurs, de l'autre les acteurs, les programmateurs et de l'autre les techniciens et ainsi de suite. Il y a peut-être en fin de compte une sorte d'ensemble qui est incohérent, contradictoire, voire apparemment opposé, mais que cet ensemble est peut-être celui qui construit, conçoit, occupe, commande et éventuellement s'en sert. Voilà. Donc vous voyez, je m'en suis rendu compte une fois en faisant une remarque à quelqu'un qui construisait mal sur un chantier en lui disant « Mais quel métier as-tu » et je me suis rendu compte que cette personne, en me répondant, me disait « Mais je n'ai pas de métier, j'ai un emploi, et parce que j'ai besoin de vivre. Et donc, comme j'ai besoin de vivre, je suis à l'agence d'intérim et je suis capable de faire plusieurs métiers, on pourrait dire, dans le cadre de mon emploi. Et ces plusieurs métiers étant menuisier à l'origine par un CAP, je suis capable d'être un plâtrier, puisque je peux poser des plaques de plâtre, mais je suis capable aussi de poser des tôles en toiture parce que je sais les visser. Et c'est assez drôle, j'ai perçu à ce moment-là que ce rectangle qui se visse, et ce rectangle que l'on voit, y compris dans cette architecture, est un rectangle qui n'a plus de métier, et en fin de compte qui est le reflet de la vente de sa force de travail dans une sorte de labeur, qui est un labeur de poseur. Et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de métier, et que peut-être, s'il n'y avait que des emplois, alors je pourrais peut-être faire on ferait une architecture dont le métier serait de réaliser l'œuvre, et non pas l'assemblage d'un serrurier, d'un menuisier, d'un plâtrier, ainsi de suite. Et peut-être que cet ensemble incohérent, et cet ensemble ayant une capacité à faire, mais n'ayant pas au sens classique du terme un métier, et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que l'architecture est comme ça, qu'elle n'est qu'une architecture de masque, qui en fin de compte, à la fin, voilà, on ne fait que des doublages, on ne fait que doubler, on ne fait que ces faux plafonds, ces faux planchers, ces lambris, ainsi de suite. Je me suis rendu compte que peut-être je pourrais retourner la situation. Alors je l'ai fait un tout petit peu, sur un chantier, un peu plus sur le suivant, un peu plus sur le suivant, un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à me dire un jour, je peux tout faire comme ça. Et là, je vais essayer de montrer donc ce dernier chantier où on a tout fait comme ça. Et donc un film a été fait par une réalisatrice, donc je ne passerai pas la totalité du film parce qu'il dure 1 heure, je ne passe que 5 minutes, d'un moment assez incroyable où elle pose une question, enfin plutôt elle se promène sur le chantier. Et comme nous, le chantier est très ouvert, comme le disait Cyril, puisque voilà, il y a une sorte de lieu de vie qui est installé sur le chantier, et ce lieu de vie est en même temps la salle de la maîtrise d'ouvrage, donc celui qui commande, la salle de la maîtrise d'œuvre, celui qui conçoit, la salle des entreprises et en même temps le réfectoire des ouvriers, et en même temps le lieu ouvert sur le quartier. Je me suis rendu compte que ces endroits où on parle, on pouvait mettre des gens extérieurs au chantier qui, venant entendre des conversations, avaient un propos à tenir sur le chantier. Donc on a eu plusieurs fois comme ça des choses extraordinaires, dont 2 sur ce chantier. Un photographe qui décide, en entendant qu'on n'avait plus de métier mais un emploi, et qui entend donc un dentelier qui avait travaillé 25 ans dans la dentelle, qui était donc un régleur de fil pour mettre sur le métier, qui avait perdu donc son emploi, donc, et en même temps perdu son métier, se trouvait démolisseur
sur notre chantier. C'est-à-dire que celui qui faisait de la dentelle, dont on pourrait dire que sa principale formation était la dentelle, était quelqu'un qui avait un marteau-piqueur et démolissait. Et donc elle a eu envie, cette personne, de voir comment ce dentelier était chez lui. Et donc elle est allée chez lui et elle a vu donc son environnement, son intérêt, son centre d'intérêt, et elle avait quand même compris la richesse de cette personne qui, comme toute personne ayant perdu son emploi et son métier, était à la recherche d'un contact social et était donc prêt à faire absolument tous les métiers. Et donc il avait été soudeur chez un fabricant de chapiteaux, colleur de bandes d'asphalte chez un étancheur. Et en fin de compte, cette personne avait fait tous les métiers. Et donc, on verra peut-être un petit bout de ce reportage où on les voit chez eux et sur le chantier, et on voit donc le décalage et le manque à gagner que l'on a de ne pas faire attention à qui construit. Et l'autre, c'est une jeune réalisatrice qui avait entendu qu'il y avait une tradition dans le bâtiment, comme quoi, comme on ne demandait plus, ou on ne demandait pas la trace de celui qui fait, vous voyez, comme avant, on pouvait signer sa charpente ou éventuellement amener son objet fini, comme je sais pas, des éléments forgés et autres, qui constituaient cet ensemble architectural, mais dont chacun venait avec son savoir et son art, et non pas comme un exécutant d'un plan à exécuter dans un ouvrage exécuté. Elle avait repéré que aujourd'hui, cette tradition subsistait encore un peu, puisque un des ouvriers racontait qu'il cachait quelque chose sur le chantier. Donc elle a fait le tour de tous les ouvriers du chantier en lui disant « Que cachez-vous sur le chantier ?» Donc, alors c'est assez étonnant, parce que vous verrez, le premier, bon, il est sincère, il raconte réellement ce qu'il cache, et puis le deuxième commence à raconter une histoire de ce qu'il cacherait, vous voyez, et le troisième raconte une histoire qui serait celle qu'on voudrait entendre de quelqu'un qui, dans les anciens temps, cacherait tout. Bon, on n'en passera que 3, mais on a fait absolument comme ça, enfin, elle a fait absolument comme ça tout le chantier, et ce qui fait qu'après, c'était « Et toi, t'as caché quoi ? À quel endroit y aura-t-il la trace de ce que t'as fait ? Est-ce que ce que tu as caché, c'est un objet qui est contradictoire avec l'objet que tu fais ? Ou est-ce qu'au contraire, tu as fait un acte de construction invisible, mais tu as interprété une partie du projet en y mettant un morceau de toi-même, donc de ta culture et autres. » Donc, voilà, quand on le voit, on peut difficilement y croire. Et tout à l'heure, quand on en faisait le montage avec Cyril, parce que voilà, je voulais pas tout mettre, et je me suis servi de l'ordinateur de Cyril, et la première remarque de Cyril a dit « Mais personne n'a de casque ». Et donc, voilà, je vous préviens tout de suite, sur nos chantiers, personne n'a de casque. C'est une décision que j'ai prise un jour, parce que j'ai eu un ouvrier qui a eu un accident avec un casque, 2 fois de suite d'ailleurs, et je me suis rendu compte que moi-même, d'ailleurs là je suis pas très à l'aise avec la prothèse que j'ai, vous voyez, je n'ai pas la même oui, on pourrait dire, que si je n'avais rien. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui me gêne. Et moi, quand je porte un casque, je perds mon équilibre. C'est-à-dire que j'ai une sorte de difficulté et en plus, quand on fait un travail manuel, on a souvent la tête en bas, ce qui n'est pas toujours le cas d'un casque qui n'a même pas de jugulaire. Et on ne peut pas dire que le casque en plastique, s'il était si formidable, on aurait le droit de faire de la moto avec. Je veux dire, donc on voit bien comment un casque en plastique, et de la même façon pour les chaussures en métal, voilà, quand il fait très froid sur un chantier, une chaussure en métal est 2 fois plus conductrice de froid que celle qui a une coque en métal que les autres. Donc du coup, très tôt on s'est dit, et si on retirait les casques, et si on retirait les chaussures, et si au contraire on réintroduisait cet esprit de vie qui permettrait à quelqu'un, quand une fatigue est ressentie, quand un froid est ressenti, quand éventuellement, voilà, est-ce qu'on peut peut-être se mettre dans une autre situation et peut-être par là même mieux se protéger. Donc, d'ailleurs, il y a des entreprises de sécurité ou des médecins du travail qui ont suivi beaucoup nos chantiers pour justement voir si cette délégation et cette confiance donnée
n'était pas le principal facteur de sécurité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, voilà, je mets mon casque si réellement, voilà, je mets mes lunettes si réellement, je mets mes gants si réellement, je mets mes chaussures si réellement, mais je mets pas toute la journée mes gants, mes lunettes, mon casque, et ainsi de suite, au cas où, et c'est comme la réglementation handicapée, au cas où voilà, quelqu'un arriverait à un moment donné dans un endroit et tout, tous les lieux doivent satisfaire tout et n'importe quoi. Donc vous le verrez sur ce chantier. Alors j'ai voulu faire ce préalable parce que en effet, comme la conférence, c'est voilà, comme vous le voyez, c'est l'exploration du possible. Est-il possible de voir dans le présent le possible ignoré? C'était un peu ça, et donc c'était une citation d'Henri Lefebvre que j'ai eu comme professeur. Est-ce que c'est possible quand même de regarder le présent autrement et voir même peut-être de regarder la réalité non pas comme le réel, voilà, que les autres ne regarderaient pas, mais est-ce qu'on peut prendre du recul par rapport à la réalité et éventuellement en ayant pris du recul, peut-être voir transversalement la réalité et révéler d'autres réalités. C'est-à-dire que c'est peut-être en quittant la réalité qu'on peut révéler d'autres réalités. C'est pas en étant tout le temps dans la réalité. Hein, on peut dire que ça existe au théâtre. C'est le propre de toutes les grandes œuvres, tous les grands textes. C'est le proche et le lointain. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné être proche et il faut en même temps être très loin pour voir le détail. Et il faut voir le détail pour avoir envie donc de s'en éloigner. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette conférence ici dans le cadre là de l'exposition et du thème. C'est est-ce que on pourrait dire l'utopie ou est-ce que la situation actuelle n'amènerait pas peut-être à être un peu plus utopique, quoi. Je pense que voilà, l'utopie c'est pas quelque chose je sais pas, de malsain ou quelque chose qui relèverait de gens irresponsables. L'utopie, ça fait partie de la vie. Et peut-être que la situation actuelle demanderait plus d'utopie pour mieux la comprendre. Elle est incompréhensible. La situation actuelle est un imbroglio impossible. Et donc peut-être qu'une vision utopique permettrait en partie de la régler. Alors, c'est pas que je me sers de l'architecture pour démontrer cela, mais puisque j'ai ce métier et que voilà, que je voulais le faire, j'ai donc de cette façon, c'est pour ça que j'ai abordé tout à l'heure en disant et si on réinventait la commande, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regardait peut-être la réalité autrement et en déplaçant le sujet tel qu'il est placé ou posé, puisqu'on voit bien que les choses ne sont pas résolues, peut-être qu'on pourrait avoir des objets par la commande que l'on provoquerait, des objets qui seraient autres et qui entraîneraient peut-être non pas une résolution, mais disons un mouvement de transformation où nous-mêmes, en transformant les choses, on se transformerait. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, on puisse à chaque fois donc pouvoir continuer à vivre. Il n'y a pas que nous résolvant le problème des autres, il y a nous résolvant déjà nos propres problèmes. Voilà, donc ça c'était un petit peu... Je m'excuse, j'ai mis mon réveil, parce que donc, en effet, il faut que le temps soit compté. Parce qu'après, quand c'est trop long, c'est pas, voilà, l'attention disparaît. Mais Cyril, c'est pas pour revenir, mais ça demanderait quand même un temps assez long. Parce que on pourrait prendre plein de sujets. Et donc, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, j'ai été le conseiller d'un ministre, non pas parce que j'avais le bras long, comme on dit, et que j'ai été le conseiller d'un ministre parce que ce ministre a fait du théâtre et qu'il m'avait connu donc dans des situations critiques au Festival de Nancy quand il était le principal, le directeur, président du Festival de Nancy, et que donc je résolvais des questions, on pourrait dire difficiles ou impossibles par la liberté que je prenais ou par la délégation qu'il me donnait. Quand il a été ministre, donc il a demandé que je sois auprès de lui, et donc j'ai refusé ce poste donc de conseiller spécial auprès de lui. Et nous étions deux d'ailleurs au Festival de Nancy avec Christian Dupavillon et moi-même. Christian a pris le rôle de conseiller spécial auprès du ministre, et moi j'ai préféré garder ce rôle extérieur, c'est-à-dire d'être un électron libre pour pouvoir ramener tout le temps auprès du pouvoir ce qui se faisait à l'extérieur. Donc j'étais un des privilégiés qui déjeunait avec lui tous les mercredis après le Conseil des ministres, et donc je le détendais de cette réunion plénière à l'Élysée, et il me racontait les décisions qui avaient été prises, et je passais au crible, vous voyez, un peu comme un bouffon,
en disant ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, c'est pas possible, et pourquoi vous n'avez pas abordé ça, et ainsi de suite. Et donc, il m'appelait son inspirateur, c'est-à-dire que j'étais en fin de compte plus la personne qui tout le temps reformulait la question. Et c'est donc à son contact, et face aux questions qu'il me posait et aux problèmes que je devais résoudre, sans moyens, puisque j'avais décidé de ne pas avoir de bureau, pas de secrétaire, pas de voiture, et voilà, donc j'avais en fin de compte aucun, disons, des artifices qu'on peut avoir quand on est proche du pouvoir. Et donc je voulais être comme ça à l'extérieur pour voir qu'est-ce que c'était que d'avoir le pouvoir et de ne pas pouvoir faire, ou qu'est-ce que c'est que d'avoir le pouvoir et de croire que l'on sait faire, ou que éventuellement on peut faire à la place des autres, et éventuellement donc de lui ramener que ce qui avait été fait était contraire à ce qui était souhaité. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant un temps assez long, et donc on peut dire que j'ai fait de la politique sans en faire, puisque j'étais pas un élu, mais j'ai fait de la politique au sens que j'étais dans disons, dans l'appareil politique au sens de sa courroie de transmission, on pourrait dire, mais pas dans l'ordre établi. Et après, donc, j'ai décidé de faire de l'architecture pour voir si, tout seul, en dehors de cela, je pouvais en faire. Donc, je vais montrer 3 ou 4 projets qui relèvent de cette espièglerie, comme on pourrait dire, que peut-être je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas été avant, disons, mêlé à cette impossibilité de faire. Parce que qu'est-ce qu'on retient? C'est ça, c'est l'impossibilité de faire. C'est l'impossibilité du pouvoir de faire, l'impossibilité même. Vous voyez, et c'est pour ça que quand là j'ai voulu parler d'utopie, je conseille fortement de lire les ouvrages de Paul Ricoeur sur utopie et idéologie, où il montre bien que l'un est le complément de l'autre. C'est pas l'un s'opposant à l'autre. Et dans Paul Ricoeur, et à un moment donné, quelque chose de formidable qu'il dit, c'est comment réduire le fossé qu'il y a entre celui qui croit pouvoir faire parce qu'il a le pouvoir de faire, et celui qui, ayant délégué le pouvoir de faire, puisqu'il a, dans le système représentatif de la démocratie, donné pouvoir à l'autre de faire, lui, il garde cette croyance. Il est persuadé que, puisque le système, c'est que l'on ait des représentants, donc lui, il croit tout à fait que, ayant donné cette délégation et d'être représenté, le politique fera ce qu'il souhaite, ou ce qui est la représentation de ce que le groupe social auquel il appartient fait. Et en effet, ce fossé était déjà très grand, ne fait que s'agrandir par la perversité technique, si vous voulez, qui fait que les techniciens trompent le politique pour garder chacun leur métier et donc bien isoler les choses. Et donc le politique, en fait, compte, moi, quand je l'ai côtoyé, j'en voyais, c'était infime la partie sur laquelle il pouvait intervenir. Et donc je pense que cette période utopique qu'on pourrait souhaiter voir venir, ça serait celle-ci, ce serait celle d'une démocratie réellement active, qui oserait donc que le désaccord soit la règle démocratique et non pas l'accord moyen général ne contentant personne. Est-ce que ce désaccord permettrait l'accord, mais non pas l'accord définitif qui définirait que puisqu'on a écouté le désaccord produit l'accord, c'est un désaccord permanent qui fait que cette transformation permanente, d'ailleurs, y compris par celui qui veut faire, que celui qui veut faire fasse, et que celui qui a fait soit jugé et éventuellement remplacé par un autre qui veut faire autrement, ainsi de suite. En fait, c'est ça le moteur de la vie. C'est pas un mandat de 5 ans ou un mandat de 6 ans ou un mandat de 7 ans, suivant les démocraties, avec une délégation, avec un temps pour faire, un temps pour après s'en servir et ainsi de suite. Et donc, en effet, est-ce qu'on est capable de rentrer dans cette situation qui serait magnifique, où, non pas pour changer cette pyramide qui, à mon avis, est bloquée, mais peut-être pour que cette pyramide redélègue par délégation démocratique à la base, à des groupes qui seraient acteurs
de la transformation du milieu dans lequel on est. Et donc, à un moment donné, je me dis, et si j'étais ce petit acteur, dans le métier que je fais et dans la mission que l'on me demande, est-ce que ce petit acteur-là pourrait être démultiplié et éventuellement, donc, un acteur, en effet, stratège, politique, technicien, ou simplement habitant, on pourrait dire. Voilà, je suis un habitant. Et donc, j'ai besoin d'agir sur le milieu dans lequel je suis. Voilà donc pour le sujet. Et donc, je pense que c'est un sujet complexe parce que on pourrait tout le temps poser la question, et ça, est-ce qu'on peut le faire? 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 Et moi, je faisais toujours l'essai de dire, bon, bah, puisqu'on a prouvé qu'on pouvait le faire pour un lieu de culture, est-ce qu'on peut le faire pour un équipement sportif? Est-ce qu'on peut le faire pour un équipement commercial? Est-ce qu'on peut le faire à titre pérenne? Est-ce qu'on peut le faire à titre éphémère et ainsi de suite? Est-ce qu'on peut le faire avec pas de moyens? Est-ce qu'on peut le faire éventuellement où c'est pas de l'argent qu'on demande, mais c'est du temps et ainsi de suite. Vous voyez, c'est tout le temps bousculer les choses. Alors donc, je vais passer. Je pense que je sais encore m'en servir. J'appuie sur une flèche, hein, c'est ça? Voilà. Donc c'est une commande absurde qui est juste à côté de chez vous, puisque c'est en face, c'est à Évian. J'étais ami avec j'étais ami, enfin pas vraiment ami, si vous voulez, avec Jacques Lang le mercredi, comme j'étais des fois bouffon, et qu'il en avait un peu marre des choses que je racontais, je disais on va inviter une personnalité un mercredi sur deux, et à cette personnalité on posait toujours, enfin moi il m'autorisait à poser toujours les mêmes questions, 6 questions. Alors c'était combien, alors, je ne sais pas si je me rappelle bien dans l'ordre, mais mettons, combien il y a de personnes qui travaillent dans le secteur public ou privé? Alors, comme ça, non, alors après on avait le nombre. Mais par rapport à combien d'habitants? Et dans combien d'habitants, il y a combien de femmes? Et il y a combien d'enfants? Et après, dans le secteur de la production privée, combien y en a-t-il qui sont à la transformation des choses et d'autres qui sont à la distribution? À chaque fois, c'était toujours un truc. La personne ressortait de ce déjeuner, et ça pouvait être un grand patron, il ressortait des atteintes. Je comprends rien de ce que je peux dire. Bah si, on est quand même peu à être à la production quand même. C'est-à-dire que où se fait la richesse, quoi. Alors donc du coup, une fois, je me rappelle, c'était Antoine Riboud, qui était donc le président directeur général de Danone. C'est lui qui a été le plus agile. À chaque fois que je posais cette question, il retombait sur ses pattes et tout, et il expliquait bien le principe donc de la production. Et j'ai gardé une amitié pour lui. Et lui m'avait trouvé quand même assez gonflé de traiter le ministre de cette façon. Et un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, je fais un festival de musique à Évian. C'est Slava Rostropovitch qui en était voilà, le conseiller. Maintenant, il veut en devenir le directeur, ou le président, je ne me rappelle plus. Et Slava est allé donc à Stade et il a vu la tente que Yehudi Menuhin a faite que Fraiotto a faite à Yehudi Menuhin. Alors moi je ne savais pas, j'avais vu vaguement des croquis de Fraiotto sur cette tente. Je suis allé à Stade et je me suis rendu compte qu'elle n'était plus là, la tente. Ils l'avaient démontée, ils avaient refait une autre tente. Et à l'intérieur de la tente, ils avaient fait un abasson. Et ils étaient très mécontents, et de l'acoustique et de la température et tout. Bon. Moi je reviens, je rencontre donc Rostropovitch et Antoine Riboud. Et Antoine me dit alors, qu'est-ce que ça donne? Je dis bon, c'est pas terrible. Et à ce moment-là, Slava Rostropovitch fait dans un sabir, vous savez, dans une sorte de langue que seuls, enfin comme ça, les artistes et les artistes parlant, je sais pas, 10 langues, savent faire. Il dit, mais Antoine, ce que je veux, c'est une tente en bois. Et à ce moment-là, il met un blanc. Antoine me dit, mais est-ce que ça existe? Je dis, bah oui. Il me dit, mais une tente en bois, j'en ai jamais vu. Il dit, non, bah, une tente en bois, c'est un bâtiment mince. C'est un bâtiment dont la planche, ou je sais pas quoi, ou la peau sera en bois et tout. Il dit, allez-y. Et Rostropovitch, à la fin de la réunion, dit, écoute, Patrick, c'est simple, hein. Moi, ce que je veux, c'est le concert de Gebo à Amsterdam. Je veux le Philharmonique de Vienne, parce que voilà, moi, je veux un seul plat, je veux un truc comme ça, je veux des parois vitrées, machin et tout. Et puis, éventuellement, l'Arsenal de Metz que Bofill a fait, parce qu'il y a quelque chose, voilà, donc va le voir. Et puis, j'aimerais bien que tu travailles avec un acousticien qui est un Chinois, Su Yaying, et puis voilà, 1200 places, et ça doit être fini dans 1 an. Alors après, Antoine m'appelle et me dit, attends, nous, la tente, on l'avait estimée, ça vaut tant, hein, donc ça ne peut pas coûter plus cher. Je dis, bon, on va essayer de faire une tente en bois donc pour le prix et dans le délai. Et donc, ce bâtiment, si vous voulez, qui a été fait donc, en 1 an, et dont, du coup, moi, j'avais rien, c'est-à-dire que je n'avais pas d'agence,
j'avais rien. Voilà, j'avais plus d'agence. Donc j'ai demandé à des étudiants qui étaient fraîchement diplômés que j'avais suivis s'ils voulaient s'associer avec moi pour faire ce bâtiment. Et donc j'ai pris des gens qui n'avaient jamais rien construit, qui n'avaient jamais fait de chantier et qui n'avaient jamais fait de permis de construire, jamais rien. Et donc on s'est mis à travailler sur la superposition des 3 salles que Rostropovitch avait données. Et avec Su Yaying, on a commencé à regarder quels étaient les volumes par rapport au public et quels étaient les éléments qu'il fallait mettre en place. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, on va sûrement la faire en bois, non pas parce que l'acoustique est meilleure, parce que le plâtre, le verre, le métal peut être très bon pour l'acoustique, mais simplement, on va la faire en bois, parce qu'on construisait dans une forêt, qui était la propriété du groupe Danone, et ensuite parce que j'avais repéré dans mes opérations au ministère de la Culture, un jeune ingénieur dans une entreprise de construction bois qui faisait surtout de la construction théâtrale bois, et il m'avait dit, si je me mets à mon compte, est-ce que vous me donnerez du travail? Donc ce jeune ingénieur a quitté son entreprise, s'est mis à son compte, et après il a dit, non seulement je me mets à mon compte comme bureau d'études, mais je crée une entreprise en rassemblant des compagnons constructeurs. Et donc on a fait ce bâtiment avec des gens qui avaient moins de 30 ans. C'est-à-dire que l'entrepreneur avait 27 ans, le chef de chantier avait 23 ans, mon assistante avait 23 ans, et puis les gens qui ont fait le plafond et autres avaient 25 ans, et ainsi de suite. Et donc c'est dans cette histoire, en fait, totalement libre, avec une commande qui était simplement de faire un bâtiment, une tente en bois, pour un festival de musique, pour un quatuor à cordes, parce que c'est essentiellement des quatuors à cordes, avec un acousticien qui sans cesse nous corrigeait. Et cet acousticien, en plus, était très particulier, puisqu'il avait quitté donc la Chine dans les bagages de Karajan. Quand Karajan était venu à Pékin, Karajan avait voulu faire un concert dans le Palais du Peuple, et Karajan avait dit, je ne jouerai pas là parce qu'il y a de la moquette sur la scène, et il le dit à Su. Et Su dit, si je retire la moquette, je vais dans un camp de travail. Alors à ce moment-là, Karine a dit, bah écoute, tu retires la moquette et je te ramène dans mes bagages. Donc c'est comme ça que Su est revenu en Europe. Et donc du coup, Su est un type assez incroyable parce qu'il a été formé en Chine comme un architecte spécialiste d'acoustique, mais avec un archaïsme, disons, comme aucun acousticien ne peut avoir chez nous. Donc, il a un revolver sur lui pour tout le temps vérifier l'acoustique partout, ce qui est très compliqué quand on prend l'avion. Et le Su me dit, et tout, un truc simple, Patrick, jamais le même bois, jamais la même finition, jamais la même épaisseur, jamais le même rabotage, jamais le machin. Et là, il me fait une liste comme ça, il dit, mais attends, pourquoi tu me dis ça? Parce que comme ça, au moins, tu verras, on a plus de chances que ça ne concorde pas et tout. Jamais de parallélisme parfait, jamais... Et puis il commence à me décrire. Puis après, je dis, mais attends, mais tout ça... Jamais les mêmes clous. Je dis, attends, t'arrêtes ou quoi? Jamais les mêmes vis et tout. Je dis, mais comment on va faire? Et il me dit, bah, tu laisses faire. Alors du coup, c'est vrai que c'était assez complexe de le dire à un entrepreneur, mais assez facile avec cette bande. Et en gros, on pourrait dire que ce bâtiment est le reflet d'une incompétence candide. Vous voyez, il est le reflet de questions qui ne se sont pas posées. Arrive à peu près la moitié du chantier, Rostropovitch vient, on décide de jouer sur le chantier, enfin de mettre un piano à queue pour lui montrer, et à ce moment-là, il demande à Su, il dit, est-ce que l'acoustique est bonne? Et Su dit non, parce que, en fin de compte, le plafond tel qu'ils l'ont fait, et on avait fait des grandes poutres triangulaires comme ça, comme on les préfabriquait au sol et on les levait, et c'est ce qui fait ce toit en redans, et il dit, en fin de compte, c'est pas bon, il faut qu'on remette un plafond plat. Je dis, attends, on va pas mettre un plafond plat maintenant, c'est impossible. Et il me dit, mais si, on va mettre un plafond plat en aluminium. Je dis, attends, t'es pas bien, non? Alors maintenant qu'on a tout fait en bois, on va mettre un plafond en aluminium. Et je dis, c'est pas possible. Il me dit, si, de la Lucobon. Je dis, attends, de la Lucobon, tu vois ce que ça coûte et tout, c'est impossible. Donc du coup, je suis allé à l'U-Suisse, là, chez Lucobon, la filiale, et je dis, voilà, il y a un acousticien, il veut que je fasse un... Il me dit, oui, nous, ça nous intéresse, mais ça coûte tant. Je dis, mais est-ce que vous ne pourriez pas m'en donner? Il me dit, si, toutes les chutes. Et donc, ce plafond est fait des chutes, des coupes chez un façadier qu'à Lucobon fournissait. Et donc, du coup, ces chutes ont été assemblées donc, par un jeune architecte qui en a fait comme un épi, parce que Su voulait pouvoir les régler presque une par une. Donc, on monte dans les cintres, on monte dans les poutres, et en fait, quand on les règle jusqu'à temps qu'on a la bonne acoustique. Et donc, pour la petite histoire, on a fêté donc, les 70 ans d'Isaac Stern le jour de quelques jours après l'inauguration. Comme voilà, il faisait un peu chaud, j'avais un peu peur, donc j'ai ouvert les trapons pour ventiler la salle et des oiseaux sont rentrés.
Et donc, on a passé plus d'une heure et demie à faire sortir les oiseaux. Et l'heure du concert arrivait et il y a un oiseau qui était resté. Donc, on a dit, bon, on s'en fout, on commence avec... Et puis, donc, rien, tout, public, tout, il y avait du monde, hein, il y avait beau monde même. La reine d'Espagne, tout, là. Et Isaac Stern, tout, Rostropovitch, Istogmin, Jean-Pierre Rampal, tout ça, tout le monde se congratule. Bon anniversaire, il joue et l'oiseau chante. Et alors à ce moment-là, seuls des bâtiments peuvent faire ça, quoi. À ce moment-là, il sait où est l'oiseau, comme ça, il arrête et il fait la même note que l'oiseau. L'oiseau lui répond, il en fait 2, l'oiseau lui répond, il en fait 3, et après, il l'assomme complètement et l'oiseau s'étue pendant tout le concert. Et donc ça a été une sorte de fou rire. Et voilà. Et donc ce bâtiment, il est aussi l'expression du mal fini, de l'incompétence, du mal faire, de la liberté de faire, de la jeunesse de faire. Et moi-même, quand j'y vais au concert, je me dis, mais comment on a pu faire cela ? Je ne me reconnais même pas dans la chose faite. Ça, c'est un autre bâtiment qui était... C'est le premier concours que j'ai fait. Et donc, je voulais voir qu'est-ce que c'était qu'un jury de concours. C'était à l'époque où les jurys de concours étaient encore... Il y avait encore des oraux en France. Maintenant, il n'y a plus d'oraux. Donc j'avais décidé de vérifier que voilà, on ne pouvait pas faire de concours. Donc je suis passé devant le jury, on s'était bien préparé, et j'ai donc raconté comment je ferais la transformation de ce bâtiment, qui était une ancienne usine de petits beurre, comment je ferais ce bâtiment si on me le donnait. Et j'ai raconté l'histoire, et j'ai vu que je captais le jury, tout le jury, et le président du jury dit, et au bout d'une demi-heure, comme ça, il a commencé, bon, écoutez, ça suffit, quel est le projet ? Je dis, mais je vous le raconte. Il dit, non, mais quel est le projet dessiné ? Je dis, mais je ne peux pas vous le dessiner, puisque je vous le raconte. Donc, voilà, je vous le raconte, et donc c'est le projet. Je suis en train de vous raconter qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Et donc, apparemment, ça intéresse tout le monde. Alors, je ne vois pas pourquoi, voilà, il faut que je vous le dessine. Je ne peux pas vous le dessiner. Je dis, non, mais attendez, c'est une blague. Je dis, non, c'est pas une blague. Voilà. Et c'est l'abstraction du langage qui va faire que c'est plus simple pour moi de vous le raconter sans forme. Et si vous êtes d'accord, on fera le projet lentement, parce que le budget, c'est complexe. Et, voilà, c'est bien plus compliqué que vous ne le croyez, ce bâtiment. Il dit, bon, ok, on sort, nous, on va boire un coup, on se dit, bon, on laisse ça bien nu, on est hors concours, on reprend le train, on rentre. On rentre le soir, et on m'appelle, on me dit, voilà, vous avez eu tout le jury pour vous, sauf le président. Et, mais le problème, c'est que vous êtes hors concours. Alors je dis, ah bon, mais on est hors concours, pourquoi ? Vous êtes hors concours parce que vous n'avez pas fait de projet. Je dis, attends, on a fait un projet, quoi. Là, en effet, il faut peut-être dessiner, mais on peut quand même en reparler, quoi. Et du coup, comme vous le savez, les jurys doivent soumettre aux élus pour que voilà, l'organisme démocratique valide la proposition du jury. Donc le président du jury était le premier adjoint à l'urbanisme d'une ville, Nantes, dont le maire est le Premier ministre actuel, Jean-Marc Ayrault. Donc du coup, je demande rendez-vous à Jean-Marc Ayrault pour au moins m'expliquer devant l'élu, avant qu'il le présente, si en effet il ne me retient pas. Et donc je suis allé, donc j'ai eu beaucoup de mal pour avoir ce rendez-vous. En effet, je l'ai eu grâce à Jacques Lang qui l'a appelé, mais il m'a reçu donc avec énormément de froideur, en me disant quel est le problème. Je dis, voilà, je vais vous raconter un projet. Ce projet, voilà, vous ne pouvez que l'entendre, car je voudrais justement garder une dimension imaginaire pour la réalisation de ce projet. Je lui raconte, et il me dit, mais la principale question, c'est est-ce que vous allez le faire dans le prix ? J'ai dit, écoutez, non seulement je vais le faire dans le prix, mais je pense que je peux le faire pour la moitié du prix. Alors il me dit, non, c'est pas possible. Vous pouvez faire pour la moitié. Je dis, oui, c'est la condition. C'est-à-dire que non seulement je le veux sans projet, mais on va se donner comme contrainte qu'on dépense la moitié. Donc ça va être une règle entre nous qui va être très dure. Comme ça, vous verrez, ça sera... Alors il dit, bon, bah, peut-être que ça mérite, ça mérite le risque. Donc on nous a passé commande. Et donc on a fait un bâtiment, si vous voulez, où je l'ai réellement pas tout à fait fini pour la moitié, mais j'ai eu un dépassement, mais quand même assez faible, genre 10%, donc, mais quand même, je l'ai eu, si vous voulez. Mais j'ai fait un bâtiment donc sans projet, où j'ai laissé venir
tous les projets, c'est-à-dire tous ceux qui avaient une idée sur, ou les architectes qui n'avaient pas gagné le concours, qui n'étaient pas contents et tout. Donc les escaliers de secours, je les ai empruntés à François Seigneur. La tour, j'ai emprunté à un mec qui voulait faire une reconstitution de la tour Lu. Devant, il y a quelqu'un qui ne voulait pas qu'on sorte du côté du Mail, un autre qui voulait qu'on sorte du Mail, donc j'ai fait un mur. Après, il y a quelqu'un qui voulait qu'il y ait une participation des Nantais. J'ai fait un mur qui est le grenier du siècle, où il y a 20 000 objets déposés par les Nantais. Derrière les parois vitrées, j'ai voulu faire un pied de nez à l'architecte des bâtiments de France qui voulait bien que je fasse un bâtiment en verre, mais il se foutait de ce qu'il y avait derrière, donc j'ai dit, bah, tu vas voir, je vais te mettre des verres. J'ai mis que les verres, tous les verres refusés par tous les architectes. Je suis allé chez un miroitier, j'ai dit, donne-moi tous les verres que tous les architectes refusent parce qu'ils sont bullés, pas de la couleur, pas du format et tout redécoupé. Et après, à l'intérieur, j'ai fait le théâtre en disant, je vais rendre hommage c'est assez compliqué parce que personne ne voulait traiter ce sujet à Nantes. Nantes est une ville triangulaire et donc elle s'est enrichie sur le commerce des hommes, mais on n'a jamais vu un noir à Nantes. Voilà. On était bien contents, l'argent revenait, mais on ne savait pas pourquoi. La morue, le café, tout ça, mais pas de noir à Nantes. Et donc j'ai dit, on va faire que le théâtre soit fait en Afrique. Alors, j'ai eu les premières critiques, oui, bah là tu te prends pour autour du monde, je sais pas quoi, nature et découverte, je sais pas quoi, l'exposition coloniale. Je dis non, pas du tout, on va passer commande à son juste prix, la réalisation de tout le théâtre à un village ou à plusieurs villages au Mali. Et donc on a envoyé une expédition au Mali, on a fait donc 3 villages, à Ségou, Bamako et Mopti. Et on a passé commande de choses qui étaient assez incroyables. Voyez, on a passé commande, admettons, du correcteur acoustique qui est en plafond. Le correcteur acoustique qui est en plafond, c'est un correcteur acoustique qui est fait avec des bidons que la France jette et que l'Afrique récupère pour faire des meubles scolaires, alors que les meubles sont pleins de cyanure, d'acide et autres. Et donc, du coup, j'ai fait revenir les bidons qui étaient jetés à un juste prix, je les ai achetés à la valeur d'une œuvre d'art, et donc comme c'est classé œuvre d'art, j'ai pu les faire passer comme objet d'art et non pas comme objet pollué. Si vous voulez. Donc du coup, la salle, on est sous un plafond pollué. Si vous voulez. Après, on a fait en sorte que la passerelle technique des techniciens ne ressemble pas à une passerelle technique, mais elle soit, en fin de compte, le produit de la démolition. J'avais toujours admiré les passerelles que les démolisseurs font quand ils démolissent un immeuble. Ils font un trou dans la façade, ils mettent un bois en biais, ils en mettent un autre, ils coincent, ils mettent un échafaudage, ils démolissent, et au fur et à mesure, ils descendent l'immeuble en faisant des trous. Donc toute la passerelle n'est faite que de bois, comme ça, courbé, et elle est totalement habillée de bateaux qui sont détruits pour raison de quotas européens, qui sont qu'on détruit en France les tonniers en parfait état pour ne pas avoir trop de bateaux de pêche, alors qu'on pourrait donner ces bateaux de pêche à l'Afrique, qui, elle, n'a pas de bateau. Donc c'était de dire, nous serons l'expression des démolitions. Donc du coup, on a été chercher dans un chantier de démolition les bateaux de pêche démolis, et on a fait venir, ce qui a été très compliqué, des Africains pour assembler l'ensemble de ces choses, non pas comme des ouvriers immigrés venant vendre leur force de travail, mais comme des Africains, au même titre que ce lieu de culture faisait venir des danseurs du Burundi, du Burkina Faso et tout. On a fait venir donc des gens que j'ai appelés quand même des menuisiers, des serruriers, mais au sens artistique, c'est qu'on a eu un mal fou pour avoir des visas. Est-ce qu'on peut avoir un visa pour un danseur, un battleur et ainsi de suite? On ne veut pas avoir un visa pour un serrurier, un menuisier. Et l'idée, c'était que des Maliens viennent monter le théâtre comme des gens normaux, pour un savoir d'exception, si vous voulez, et que éventuellement ils soient associés avec des ouvriers français, peut-être d'origine malienne. Et qu'on fasse venir d'Afrique, non pas une matière première transformée en Europe, mais une matière première jetée par l'Europe, transformée en Afrique et revenue en Europe. Vous voyez, c'était de forcer tout le temps de se taper sur la tête, de dire « Ah, tu me prends comme ça, tu vas dans l'autre sens et tout ». Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'on a donné du travail à 400 personnes quand on a fait le bilan,
Et donc, du coup, moi, je passais commande par téléphone, parce que moi, je ne suis pas allé. L'idée était un peu comme pour le théâtre. J'ai raconté l'histoire à quelqu'un qui est allé là-bas, qui m'a dit que... Hein, et après, je suis revenu. Enfin, ces personnes sont revenues me la raconter. Et donc, j'ai passé commande sans voir. Je voulais être dans la même règle que la commande que j'avais reçue. Et donc, du coup, c'est assez marrant, parce que je téléphonais. Alors, il s'appelait Mamadou. Et il disait, attends, Patrick, attends, je mets le haut-parleur. Alors, il mettait le haut-parleur. Et à ce moment, il disait, sur la place du village, il appelait comme ça, il disait... Coup de téléphone de Patrick, coup de téléphone de Patrick. À ce moment-là, tout le monde arrivait et tout. Et alors, il disait, bon, ça y est, Patrick, tu peux y aller. Ils sont tous là. Et alors, waouh, je faisais comme ça, un hurrah, waouh, hurrah, tout. Alors, je disais, où on en est? Bon, on a fini. Alors, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on m'avait dit, mais tu n'y arriveras jamais. Tu verras, voilà, tu vas te faire avoir, ça ne sera pas livré, ils vont te voler l'argent, machin, tout ça va rester là-bas. Et en fin de compte, un mois après, ils avaient fini. T'es tout terminé, tout, comme ça. Alors, je dis, mais attends, maintenant que ah ben, tu nous redonnes du travail. Attends, moi, je ne peux plus redonner comme ça, mais voilà, envoie. Ah, donc, du coup, c'est arrivé, j'ai payé du gardiennage. Au port de Nantes, parce que du coup, ils étaient en avance sur toutes les autres entreprises. Et donc après, ils sont venus 6 mois après pour la pause, ce qui a été compliqué, parce qu'entre-temps, il y a eu des fâcheries et tout, mais ça a été une expérience absolument incroyable, impensable, parce que ça a été une sorte de chantier où jamais on a parlé d'esthétique. C'est-à-dire que de ce qui était soi-disant l'objet du concours, présenter un dessin, et on ne voulait pas me le donner, parce qu'il n'y a pas de dessin, plus personne n'a jamais parlé de dessin. Les façades s'en foutaient, les matériaux, tout le monde s'en foutait, les techniciens de la ville, tout le monde venait parce que c'était absolument incroyable, c'était un endroit où on ne parlait pas de projet, il n'y avait rien, tout, c'était là. Et c'est le seul chantier pour lequel j'ai une lettre manuscrite du maire qui me dit « c'est conforme à ce que vous m'avez raconté ». Et ça, c'est un autre chantier très compliqué, qui est que moi j'accompagnais depuis très longtemps une petite association, une école de cirque qui s'appelle Fratellini, donc qui est une très grande famille de circassiens. Moi-même j'avais connu Annie Fratellini puisqu'elle avait créé cette école et que j'avais mis mes enfants dans cette école, et elle devait quitter donc un terrain à Paris qui était sous le périphérique, qui était dangereux puisqu'il y avait des risques d'accidents de voiture, c'était un endroit de drogue et de prostitution, et donc on cherche un terrain. Et on en trouve un classé dans une ZAC, dans une zone d'aménagement concerté, équipement culturel. Et je ne sais pas si vous le savez, si c'est comme ça en Suisse, mais en France, on classe les terrains comme ça dans les ZAC, on met équipement culturel, équipement social, machin, équipement public, espace public et tout. Et puis après, comme on n'arrive pas à mettre en équilibre financièrement à la ZAC, on déclasse ces terrains, on dit bon, voilà, on n'a pas eu de demande pour les équipements culturels, donc on va faire des bureaux, par exemple. Et donc, ce terrain était assez bien placé en bordure des voies ferrées, du RER et des voies ferrées, sur la gare du Nord, et classé, donc, équipement culturel. Et le maire de Saint-Denis, que je connais bien, qui est quand même un mec assez extraordinaire, Patrick Brozek, me dit « Je me battrai pour toi, tu auras ce terrain gratuit ». Alors, du coup, on fait le projet pour se mettre à cet endroit. Cet endroit est à côté du Stade de France, et cet endroit a été le parking de la Coupe du Monde en 98. Et je me rappelais que quand on a fait le Stade de France, la terre était polluée et que ça avait été un coût supplémentaire terrible de dépolluer tout l'endroit du Gaz de France. Et donc je me dis, là, il doit y avoir un truc, là. Et je sentais comme ça, là, je me dis, il y a un truc, là. Là, on est en train de me donner un truc impossible. Je me renseigne un peu et on me dit, en effet, en dessous, c'était le Gaz de France, il y avait gazomètre, c'est mort pour la Coupe du Monde. On a mis de l'asphalte, c'était le parking des VIP, si tu creuses, t'es mort. Alors du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un bâtiment, ça fait longtemps que je vais faire ça, sans fondation. Pourquoi on met toujours les fondations dans les trous, et pourquoi on ne poserait pas les fondations pour construire dessus? Je me suis toujours posé, bon, j'aimerais bien un jour en faire le calcul vraiment, mais t'es vu quand même, voilà, à part l'indice de frottement, on pourrait dire, voilà, si je mets le même poids, j'augmente un peu, ça tient, quoi. Donc je vais me poser sur le parking. Et on commence à me dire, c'est pas possible. J'ai dit, le parking est historique. On me dit, avant quoi? Je n'y toucherai pas. Là, Zinedine Zidane s'est garé. On garde, c'est une œuvre d'art. Il y a les places, il y a les emplacements, il y a tout. On garde le parking. Et donc, dans la cirque, on verra les places. Et je n'y touche pas. Alors, on me dit, mais pourquoi je n'y touche pas? Donc, je ferai les fondations dessus et tout. Puis, il y avait un bassin d'orage qui avait été créé à cet endroit pour récupérer les eaux pluviales. Et puis, c'est assez marrant, pendant le chantier, je vois qu'on dépose sur mon terrain des terres polluées.
donc le chantier d'à côté, qui, voyant que c'était un truc de forain, il dépose des terres polluées. Alors moi je commence à me plaindre, oui, mais on les pose provisoirement. Je dis, putain, ça pose un problème, vous me posez, j'ai apparemment des terres polluées en dessous, de l'asphalte, vous me mettez des terres polluées dessus. Moi après c'est une école quand même, je n'ai pas pollué mon asphalte et tout. Du coup, on me dit, oui, mais ça ne sera pas durer longtemps. En fait, c'est le directeur de la ZAC qui ne voulait pas que je commence le chantier, et donc il m'avait posé plein de terres polluées au moment où je faisais mes fondations, enfin, je posais mes massifs. Et donc du coup, on se dit, bah tiens, on va le coincer, on va faire un chantier de phytoremédiation, on va garder toutes les terres polluées, et on va tout de suite planter dessus, et on va dire que nous on les gardera. Il ne les reprend pas, on les garde. Comme moi j'avais besoin de me protéger du bruit de la voie ferrée et de la route, on a mis toutes les terres polluées à la périphérie, et on a planté, on a dit, voilà, c'est pas moi, c'est eux. Et si jamais ils se plaignent, comme quoi je garde les terres polluées en dessous, eux ils m'ont mis les terres polluées dessus, le combat sera équitable. Et donc du coup j'ai pu obtenir de garder mes terres polluées, leurs terres polluées, de garder le bassin d'orage, de ne pas me raccorder à l'égout pour les eaux pluviales, en considérant que voilà, j'ai mon bassin. Et ce bassin d'orage était déjà magnifique avec des végétations. Et on le voit, dès que j'ai construit l'école, vous le voyez, c'est une végétation, on pourrait dire, ça c'est la végétation du paysagiste en haut à gauche, mais en bas c'est la végétation intérieure de l'école qui est magnifique. Maintenant il y a des arbres, des roseaux, c'est absolument incroyable. Et donc du coup on a décidé de faire des bâtiments isolés, et non pas un bâtiment unique qui regroupait l'ensemble de l'école, et que les étudiants soient dans les conditions des tournées de cirque, qu'ils sortent pour aller d'un bâtiment à l'autre. C'est au même moment où le Cirque du Soleil construisait l'école du cirque à Montréal, et pour laquelle il y avait à peu près 4 fois notre budget, et donc ils sont venus nous voir. Après, moi je devais construire l'école de Montréal et tout, moi je n'ai pas fait. Et donc du coup, peut-être que pour vous ça ne dit pas, mais pour nous en France c'est très important. À l'époque, nous ne pouvions pas être, en tant qu'association, maître d'ouvrage. On ne peut pas recevoir de l'argent public et être constructeur pour soi-même quand on est privé, puisqu'on était association. Ce qui fait qu'on avait de l'argent des 4 financeurs. Nous étions le 5e pour lequel on avait un peu d'argent parce qu'on avait vendu notre chapiteau qui était donc à la porte de la Villette. Et donc on n'avait pas le droit d'être maître d'ouvrage. Et donc là, j'ai usé pas d'un artifice, mais d'une règle du code qui dit que s'il y a défaillance des maîtres d'ouvrage, par substitution, celui qui reçoit l'argent peut devenir maître d'ouvrage. Donc on a écrit par lettre recommandée aux 4, qui ne croyant pas qu'on pourrait construire une école pour un coût si bas, n'ont pas répondu à la lettre, mais donc par non-réponse, on a considéré que c'était un accord, on est devenu maître d'ouvrage. Ce qui est assez totalement interdit par la loi, puisque moi j'ai donc décidé d'être maître d'ouvrage, et de ne plus en être le maître d'œuvre, et la personne avec qui je travaille, avec laquelle je ne suis pas associé, avec qui je travaille plus longtemps, en a été le maître d'œuvre. Ce qui fait qu'on a essayé de réintroduire quand même cette pratique ancienne, qui était quand même pas mal, que celui qui commande, c'est celui qui conçoit, et celui qui conçoit, c'est aussi celui qui construit, et peut-être qui choisit celui qui construit, ainsi de suite. Et donc on a fait un équipement comme ça, enfin assez marrant dans le quartier, parce que voilà, il est dans une ZAC où l'alignement, enfin le plafond était à telle hauteur, tout était aligné et tout. Et moi à chaque fois je lui disais, mais est-ce qu'une église pourrait se construire dans le règlement de la ZAC? Non. Une piscine avec plongeoir non plus. Alors je veux dire, on ne peut pas construire de cirque et tout. Et donc on est monté au-dessus du plafond au prétexte que c'était des acrobates. Et après, juste pour la petite histoire, je n'aurais jamais fait un bâtiment doré, argenté et autres. Comme on avait très peu d'argent, on cherchait, comme pour Évian, des chutes de chantier pour faire les bardages. Et il y a un entrepreneur qui me dit, mais écoute, moi, j'ai un problème, je viens de livrer Disney, Disneyland, là, je viens de livrer la deuxième tranche de Disney, des tôles dorées et argentées. Et l'architecte les a refusées parce que le doré est un peu irisé et l'argenté un peu irisé. Il n'est pas parfaitement lisse ou inerte, comme ça, de ton. Et donc, on a tout récupéré chez Disney et on a tout le bardage gratuit. Donc, c'est assez marrant parce que c'est qu'un cirque puisse se construire avec les chutes de Disney qui vient quand même faire chier un peu, quoi. C'était pas mal. Et celui-ci, donc, c'est le bâtiment pour lequel vous verrez le film. C'est un bâtiment qui, juste après, c'était de dire, est-ce que, donc, pendant le chantier, c'est la programmation du lieu. Donc, on a gardé l'équipe qui venait d'avoir ces abattoirs pour en faire un lieu de culture. On les a mis dans le bâtiment qui était le plus confortable. Et on a donc désossé tout le reste et construit. Et pendant donc un an,
on a absolument tout fait. Moi, j'ai même fait, si vous voulez, pour la première fois, des visites d'écoles maternelles de chantier. Voilà, et justement, de voir pourquoi un enfant peut-il être sur le trottoir dans une rue alors qu'il y a un feu rouge, il n'y a pas de barrière, il y a un camion avec une toupie qui passe, qui s'arrête. Pourquoi cet enfant peut-il être accompagné par sa mère, son père, sa maîtresse dans la rue? Et pourquoi il a interdiction de rentrer sur un chantier où il y a la même toupie qui, une minute avant, était dans la rue et rentre sur le chantier, et que peut-être son père travaille sur le chantier, et pourquoi il n'a pas le droit de voir un métier tel que son père le fait et tout. Et donc j'ai fait des visites. Du coup, ça m'a donné une idée. J'ai fait des visites sur le pipi et le caca, et donc sur la nécessité éventuellement d'aller aux toilettes, mais en même temps, j'ai fait ce que Pierre a dit l'autre jour, j'ai essayé de démontrer que c'était la première civilisation quand même qui chiait dans de l'eau potable. Voilà, donc c'est-à-dire, c'est assez drôle, un enfant qui fait dans sa couche, donc on peut dire qu'il fait sec. On l'apprend à pisser dans l'eau potable, mais on l'apprend à pisser dans l'eau potable, dont on pourrait dire que cette eau, elle est obligatoirement potable, parce que j'ai essayé de faire là, mettons, de l'eau pluviale, et on m'a dit non, l'eau des WC ne peut pas être pluviale, parce que si l'enfant la boit. Alors, j'ai fait un exercice de mettre la tête dans la cuvette pour voir si on pouvait boire, laper de l'eau. Alors, on m'a dit non, mais on ne sait jamais. Alors à ce moment-là, il peut aussi faire pipi dans l'eau potable et boire son eau urinée. Alors on me dit non, mais non. Ah, j'ai dit pourquoi? Parce que toute la civilisation est là. On a tenté d'assainir les villes et tout. Donc ça veut dire qu'il doit pisser dans de l'eau potable. En même temps, ça peut pas. C'est de l'eau que de certains. Voilà. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc du coup, tous les ingénieurs ont dit non, mais arrête, c'est pas possible et tout. Et donc on a fait toutes les écoles maternelles de Calais sur ça. Pipi, caca dans l'eau potable. Ça passe sous les trottoirs. On fait des tuyaux. On met des filets sur les tuyaux pour se rappeler que c'est du gaz, de l'eau et du machin et tout. Et donc on avait tous les enfants dans les trous, dans les tranchées. Avec des casques, justement, là on mettait des casques et tout, avec des gilets, on faisait exprès, on mettait des gilets fluorescents, tout ça, c'était un truc comme ça. Et donc on a fait, je sais pas, genre plusieurs, peut-être 10 000 visites de personnes sur ce chantier. Et donc c'est assez marrant, quand l'équipement a été fini, il a presque doublé la fréquentation du lieu, telles que les estimations avaient été faites, parce qu'en fait, c'est devenu un lieu construit, on pourrait dire auto-construit. C'est pour ça que quand on parle d'auto-participation, c'est une forme de participation. La participation, c'est pas obligatoirement je construis ma maison comme un castor. C'est une forme de participation démocratique. Et à tel point que c'était quand même assez extra, c'est que le directeur général des services de la ville de Calais a marié son fils sur le chantier, considérant que c'était le lieu le plus convivial de Calais. Alors, on a fait, comme vous le voyez en bas là, des spectacles pendant le chantier, où on arrête le chantier pendant une semaine, avant que la salle, mettons, de spectacle soit faite, et on donne, donc là c'est un artiste de cirque, Dominique Boivin, qui a une compagnie de danse et de cirque, et lui, il s'associe avec le conducteur de la pelle, et donc on fait un spectacle où cet engin est conduit par les deux, et où le public, comme vous le voyez derrière, est dans le lieu alors qu'il n'y a pas les gradins. Alors maintenant je vais passer le film d'après. Alors je fais comment? C'est vrai que j'appuie sur ça, comme ça? J'appuie au milieu, hein? Alors vous allez voir, c'est très court, mais c'est à la fin, le chantier est complètement délirant. L'image, la photo de ma femme, de rien de plafond. Pour ce chantier? Oui. Oui, je l'ai fait. Vous pouvez nous montrer où est-ce que vous l'avez fait? Juste derrière le Félix, là. À chaque chantier, à Marseille, je suis allé à Grenoble, à la Défense, je mets une photo passeport de ma femme. Quand je fais au chantier, elle me bénit et c'est pour moi porte bonheur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, merci. Monsieur Martin Méloy.
Et vous, c'est quoi votre métier? Tout ce qui est ventilation et tout ça. Pour chaque chantier, j'ai toujours caché quelque chose. Un coup, j'ai caché un châle, un autre jour, j'ai caché une photo, un autre jour, j'ai caché quoi? Un boulet. Et là, cette fois-ci, sur ce chantier-là, je vais cacher une chaussette. Voilà. Une chaussette, je vais bien faire ça. Mon premier objet que j'ai caché, je vais vous le dire. J'ai mis mon enfant et sa première poutine, je l'ai pris, je l'ai caché dans la ventilation. On arrive à l'endroit le plus haut. Pourquoi je travaille? C'est aussi l'endroit où je cache quelque chose. J'ai fini de travailler. J'ai fini de jouer. J'ai accroché mon objet ici. Mon objet en l'occurrence, c'est une clé qui va pendre ici. C'est parce que quand j'étais plus jeune, que j'étais apprenti, je travaillais dans un monument historique et j'ai trouvé une vieille clé accrochée dans une charpente. Tu vois, tu te dis à quoi ça peut servir? C'est quoi? C'est un trésor, c'est un coffre, c'est une porte, c'est un souterrain. Et ouais, c'est vrai, ça m'a marqué à tel point que maintenant, j'ai jamais trouvé la serrure de la clé, je ne l'ai jamais trouvée, mais je cherche la clé qui va aller sur mon chantier. L'idée me plaît, et on s'entend quelqu'un pour cette clé. Voilà, donc j'ai laissé le film à l'école, mais c'est un très beau film parce qu'après tout se dérègle, il y a une petite poupée qui arrive et qui vient tout le temps jouer avec les ouvriers qui travaillent, donc après ils sont surpris, et alors après ils disparaissent, ils quittent le chantier, seule la poupée reste, elle est mécanique, elle danse, et donc ils changent de métier, le platiste devient, et tout le monde se met à jouer, et ça c'était pendant le temps du chantier, hein, ça n'a pas été un moment, quoi, et on a fait le chantier dans le délai, dans le budget. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que les ouvriers disent après, mais quel chantier allons-nous trouver maintenant pour retrouver cette ambiance, quoi. Voilà, ça n'est pas utopique. Alors maintenant, la parole est à vous. Je crois. Est-ce que je suis dans les temps ou je suis foutu? Oui, tout à fait. Alors, quand on raconte des histoires, on peut prendre le temps. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'il y a des questions, certainement. Oui. Allô? Je trouve très séduisante l'idée de la récupération des matériaux, disons, non conformes. Par contre, est-ce que c'est pas des comportements qui peuvent exister en marge d'une société en croissance? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme suite alors où il n'y a plus de croissance? Je suis assez clair? Ah oui, c'est clair, c'est clair. On aura le temps de voir, hein. Mais en effet, mais moi je pense que c'est pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout est contextuel. Si aujourd'hui on jette, est-ce qu'on peut récupérer ce qu'on jette? Si un jour on jette plus, on verra quel comportement il faudra avoir à ce moment-là. Peut-être qu'il faudra reproduire des choses. Moi je pense qu'aucune situation n'est stable. Donc, je sais pas, je donne toujours comme exemple, mettons, des ingénieurs montent des laboratoires pour construire en terre, par exemple. Ces mecs n'ont jamais été voir aucune case en terre en Afrique, ou s'ils sont allés, voilà, comme des experts. On a, nous, mettons en France, énormément d'ouvriers qui viennent du Burkina Faso et du Mali, qui chez eux construisent en terre. Donc on pourrait dire que là, c'est l'exportation d'un savoir-faire qui est nécessaire à notre décroissance, par exemple. Mais nous, on jette des matériaux industriels chez eux. Ils n'ont pas de passé industriel. Donc eux, ils vont se retrouver éventuellement avec des déchets industriels alors qu'ils n'ont pas. On pourrait dire, tiens, on les reprend chez nous. Mais c'est plus dans ce mouvement où rien n'est laissé à côté. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut jamais lâcher. Voilà. Tout sujet est un sujet... C'est en effet, c'est de la stratégie, mais c'est un jeu. C'est de ramener tout le temps, tout propos à l'envie de faire. C'est de remettre l'action dans un rapport d'affection, avoir envie d'agir. C'est plutôt ça. Il n'y a pas chez moi la dimension toujours de dire je conçois en bois parce que bois c'est écologique ou je récupère parce que c'est je sais pas quoi. Voilà. J'avais pas pensé avant. C'est quelqu'un qui me dit j'ai vu un forgeron à Bamako qui construit des meubles scolaires avec des bidons pollués.
Il dit, tiens, ça paraît bizarre. Montre-moi les photos. Il envoie les photos. J'ai vu les petits meubles et tout, là, comme ça et tout. Et allez hop, on prend les bidons. Et du coup, c'est assez beau, parce que si vous regardez le bidon, il a assemblé les bidons entre eux, comme la petite, disons, targette qu'il faisait sur les meubles scolaires. Vous voyez, c'est renvoyer une targette qui vient de France sur un bidon qui est construit par, qui revient chez nous pour assembler. C'est ce mouvement-là qui est intéressant. Je n'ai pas de... voilà, j'ai pas de position... j'ai pas de position préalable, voilà. Je ne me mets que dans la situation. Merci. Ah, une autre question. Allô. Ouais, donc je découvre vos travaux ce soir et je suis vachement impressionné, enfin, complètement. Et il y a un truc qui m'a frappé. Quand on commence l'archi à l'EPFL notamment, dans d'autres universités aussi, on vous met dans la tête l'idée qu'un projet doit être unitaire. Et on vous dit tout doit se rapporter à une idée à la base, que c'est par là le chemin. Donc concentrez-vous là-dessus. Et quand je vois votre projet, celui qui était dans l'ancienne usine de Petit Beurre, pour moi, j'avais pas cette impression-là. J'avais pas l'impression qu'il y avait une idée fondamentale où tout devait se rapporter à là. Il y avait des intentions différentes et c'est l'ensemble qui compose le bâtiment. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez par rapport au fait qu'un projet devrait être unitaire? Est-ce que ça a de l'importance, ça a du sens? Est-ce que ça n'a pas de sens? Voilà, je suis curieux d'en entendre. Moi, il y avait une idée quand même. Moi, il est sacrément unitaire. Hein. Mon idée, c'était, peut-on faire de l'architecture sans projet formel au préalable, comme toute œuvre d'art, car toute œuvre d'art est irreprésentable avant d'être faite. On ne peut pas faire l'esquisse d'une œuvre. Au théâtre, on répète, mais un jour, voilà, ce ne sont que des répétitions. Un jour, toc, tout colle. C'est l'objet et l'idée, elle est unitaire. Elle est au contraire très unitaire parce qu'elle force l'ensemble des compétences, des forces, des envies, des désirs à aller vers un objet unitaire. Parce que moi, c'est ce que je dis souvent, dans l'idée unitaire qui n'est que celle de l'architecte, est-elle, quand elle est construite, cette idée unitaire, est-elle l'expression réellement de l'idée unitaire? Quelquefois, elle est quand même perverti ou travesti. Et donc, c'est ça que j'essaye de retrouver. Alors, c'est sûr que j'exagère, je fais exprès le bordel, mais c'est pour aller à l'extrémité, à l'autre extrême du minimal, voilà, du minimal à la mode, on pourrait dire. C'est un peu pour dire ça, mais je pense qu'au contraire, c'est toujours pour ne pas perdre le sens de l'idée initiale. Dans l'idée initiale, je voulais... Voilà, et puis il y avait l'autre idée, c'était quand même de faire travailler les savoir-faire venant de l'immigration. C'était un peu ça quand même. Donc il y avait cette idée, est-ce qu'on peut aujourd'hui se servir des savoir-faire portés? Est-ce que la mondialisation, c'est quelque chose qui doit unifier, ou est-ce que la mondialisation pourrait être au contraire quelque chose qui pourrait diversifier? C'est quand même un débat... Je dis pas tout, parce qu'il est à ma place. Non. Si. Non, tu dis pas tout. Parce que, au fond, ce que tu explicites pas, c'est que tu ne veux dans cette opération de constructeur ni le pouvoir ni l'argent. Et le projet, dans sa formalisation et des systèmes et mécanismes de contrôle qu'il met en place, il sert à accaparer le pouvoir et l'argent. Alors, le pouvoir, je le veux quand même, parce que je veux le pouvoir d'organiser. Donc, en effet, c'est certains, d'ailleurs, y compris le ministre pour lequel je travaillais, m'appelait le démocrate stalinien du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en effet, je pense qu'à un moment donné, il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher. Tout. Il faut être dans une sorte de maelstrom, on ne sait pas bien. Voilà, mais il faut et repérer, quand vous avez lâché, ce qui est positif dans le désordre. Voilà, ce qui, en effet, concourrait à venir réaliser la chose. Donc, il faut tout lâcher. Alors, c'est très compliqué. Hein, c'est comme une improvisation. Il faut tout lâcher. Et puis alors, on repère les personnalités, les machins et tout. Et à un moment donné, il faut avoir, en effet, cette capacité à prendre le pouvoir. On pourrait dire que c'est un pouvoir, en effet, de création. Et ensuite, il a raison, Pierre, c'est sur l'argent.
Parce qu'il y a un problème, si vous voulez, c'est qu'à force d'être toujours orienté que sur l'argent, ça fait qu'il y a tellement de gens qui concourent pour l'argent que la queue est longue, on pourrait dire, et le combat est rude. Donc c'est assez drôle juste de se mettre à côté et de dire, moi l'argent je m'en fous. Mais c'est pas au sens que je vis sans argent, ça n'est pas prioritaire. Elle reviendra naturellement parce qu'elle fait partie du système, mais elle n'est pas prioritaire. Donc moi des fois au début je dis tout le temps, je m'en fous, ça coûtera rien. Ce qu'il faut c'est d'abord, est-ce qu'on peut le faire? Après je commence à dire, ça coûtera moins cher. Mais ça coûtera un peu, ou ça coûtera ce que l'on aurait fait ailleurs pour 2 fois plus cher, donc on va en faire 2 fois plus, je sais pas quoi. Et après, je remets en place l'argent, et en effet, il faut se mettre toujours dans une situation où vous ne gagnez pas parce que vous dépensez plus. Vous, en fin de compte, vous gagnez parce que vous dépensez moins. Et vous gagnez non pas en argent, mais vous gagnez en plaisir, et éventuellement vous gagnez intellectuellement parce que vous dépensez moins. Et là, vous déstabilisez tout. Parce que comme les calculs des honoraires des architectes, c'est proportionnel au montant des travaux, rien que ça, c'est une honte. Ça devrait être inversement proportionnel. Plus de matière grise devrait entraîner moins de consommation de matière, moins de dépenses, et ça devrait être ça, la démarche écologique. Et donc du coup, c'est la matière grise. Mais dans la matière grise, il y a le temps payé, mais il y a le plaisir de faire. Parce que moi, je préférerais payer 2 fois moins, et être libre de faire quelque chose que d'être payé 2 fois plus et contraint. Et je ne pense pas que je sois le seul. Parce que, on le voit bien, d'ailleurs, moi, des fois, je me dis, mais les gens riches, ça doit être chiant, quoi. C'est vrai, non, parce que moi, là, je vais bientôt mourir, je m'en fous, j'ai rien. Donc, je sais qu'on ne se battra pas sur mon dos, là. Je veux dire, quand on est riche, moi, les mecs qui commencent à faire des fondations, des machins, penser qu'ils vont perdurer après, je sais pas quoi et tout. Moi, je suis tranquille. Hein. Je pense qu'il faut toujours se mettre dans cette situation de. C'est en faire moins pour en donner plus. C'est assez compliqué à dire, hein. C'est en faire moins pour en donner plus. Il y a trop de trop. Donc il faut faire moins pour en donner plus. Et c'est en donner plus socialement, culturellement, amoureusement et tout. Voilà, c'est ça. Compliqué. Mais quelle liberté. Moi, je me demandais quand est-ce qu'ils finissent vos projets. Parce que vous nous expliquez comment ils commencent, puis comment vous les travaillez, mais est-ce qu'à un moment ils finissent, il y a un moment ils se figent quelque part? Après les chantiers, il se passe quoi, en fait? Alors, c'est justement cette idée que tout chantier terminé, même pour celui qui l'a commandé, ne convient pas à l'idée qu'il s'en faisait. Donc tout chantier terminé demande en général des travaux de modification dans l'année qui suit. Tout chantier. Oui. Tout chantier terminé est suivi d'un contentieux. L'année qui suit la livraison du bâtiment est une année de cauchemar. C'est une année où tout le monde se bat et où l'objet construit n'a plus lieu d'être. Ce qui compte, c'est qui va gagner, qui est responsable de la malfaçon, de la fissure et tout. Donc l'idée, c'est d'emmener, en effet, dans le processus du chantier ceux qui s'en serviront, de les associer à cet objet comme si, en effet, nous allions leur passer, et peut-être même qu'il n'y ait pas de rupture, c'est-à-dire qu'il est terminé quand on peut déjà s'en servir. Moi, je pense que l'exemple que j'ai donné à Calais, ce chantier a été terminé le jour où on a commencé le chantier, puisqu'on a décidé que le chantier serait le lieu de la programmation culturelle de la scène nationale de Calais. Donc lui, dès le premier jour où il a eu sa baraque de chantier et où il a pu faire un débat, machin, c'était fini. Et quand on lui a donné, c'est sûr qu'il n'est pas terminé. Et c'est sûr qu'après, il a des choses à transformer, parce que lui-même ne peut pas tout décrire, donc il doit transformer les choses. Et c'est pour ça qu'il faut en faire moins, non pas pour faire des économies comme ça, c'est peut-être pour garder l'argent qu'il faudrait, pour continuer à le transformer, pour qu'il s'adapte tout le temps à ce qu'il doit être. Et donc, pour le lieu unique, qui doit avoir maintenant 20 ans, 15 ans, voilà, moi je ne fais pas, je suis contre le droit de suite des architectes. Donc je pense que ce qui fait la qualité de l'architecture, c'est ces adjonctions permanentes. Donc en général, dès que je finis un chantier, la transformation du lieu après mon passage, je la donne à la collaboratrice ou au collaborateur qui a travaillé avec moi comme premier chantier
pour rentrer dans la vie. Puisque lui-même ou elle-même, elle a été avec moi et qu'elle connaît l'endroit, elle sera justement la mieux à même pour des petits travaux d'adaptation, de finition et autres. Et c'est une façon de mettre le pied à l'étrier à un jeune ou une jeune architecte. Et là, mettons le lieu unique. Il y a eu un changement de directeur, parce que c'est un directeur suisse qui a pris le lieu unique, donc il a peut-être retrouvé une pensée unitaire dans le lieu unique. Et du coup, il a voulu changer, et par respect, il m'a appelé en me disant, eh ben, écoute, voilà, j'aimerais que ce soit vous qui fassiez la transformation, car il ne me convient pas, j'ai tout pis, il a vieilli, tellement il a été fréquenté. Et je lui ai dit non. Vous adresserez donc à la personne avec laquelle j'ai fait, qui maintenant est à son compte, Nicole Concordet, et c'est Nicole qui a transformé, et je n'ai pas voulu voir, enfin sauf y être allé, mais je n'ai pas voulu voir au sens de porter un jugement sur la transformation qu'elle y apportait, parce que c'était une transformation qui était portée par lui, nouvel usager, portée par elle, mon associé, pendant la réalisation du projet. Et donc, ce qui me permet d'aller dans cet endroit en étant libre, parce que je me trouve dégagé de toutes... D'abord, les gens pour qui je travaille deviennent des amis, et les lieux pour lesquels j'ai travaillé deviennent des lieux que je fréquente comme un usager, et non pas comme un auteur. Merci. Une autre question? Bonjour. Moi, je voulais savoir par rapport à votre gestion de temps, est-ce que vous arrivez à avoir plusieurs projets qui se chevauchent, ou bien un projet demande tellement d'énergie et de focus que vous faites vraiment un projet, après vous le terminez, vous passez à un autre, vous le terminez, vous passez à un autre? Bah, c'est un peu comme quelqu'un qui ferait du théâtre, on pourrait dire. On est en tournée, on pense déjà à la nouvelle création, on commence, ça y est, voilà, on commence, et puis on est déjà quand même encore très en amont à se dire, tiens, peut-être qu'un jour je travaillerai. Enfin, on a en fait compte une idée lointaine, on a un projet qui mûrit, et on a un projet qui est déjà autonome. Donc en gros, voilà, on en a trois. C'est un peu comme ça, quoi. On a trois choses avec des temps différents. Après, par rapport à ce que vous dites, c'était parce que tout le monde dit, ce que vous faites dure plus longtemps. C'est pas vrai, ça dure le même temps. Parce que si on cumule tout, simplement les temps ne sont pas les mêmes, les temps sont plus superposés, et certains temps sont plus longs que d'autres, mais le temps global est le même. Et après, nous, à l'agence, ça nous permet de donner plus de temps, parce qu'en échange de cela, on fournit moins de prestations bureaucratiques et pénalisantes. Voilà. Donc moi, je négocie ce temps que je donne, qui est un temps d'accompagnement, je le négocie contre un temps que je trouve ridicule, qui est le temps des études, qui sont avec des phases qui sont longues en validation, et quand les validations reviennent, on n'a pas envie de retravailler dessus. Donc je fais une sorte de validation en marchant, qui fait que ça n'est pas des phases arrêtées, validées, reprises, c'est une sorte de mouvement permanent. Et donc du coup, même pour celui qui commande, c'est assez agréable parce il garde le fil, il n'est pas coupé par les phases. Donc on ne gagne pas très bien notre vie, j'ai jamais manqué de travail. Moi je connais des architectes qui gagnent très bien leur vie, mais je connais énormément d'architectes qui ne gagnent pas leur vie. Donc mon idée c'est quand même peut-être de donner envie à ceux qui ne gagnent pas leur vie, de ne pas vouloir copier le modèle de ceux qui gagnent leur vie, car ils ne l'atteindront jamais. C'est ça. C'est ça le problème. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question? On a passé beaucoup de temps ensemble. Ah, oui, une question. Aurélie. Elle va être drôle, alors. Elle va être gaie. Non, mais moi j'ai trouvé fantastique votre conférence. En fait, je pense que c'est la dernière conférence qu'on a organisée pour les tailleurs Ciudad Abierta. Et je pense que c'est fantastique cette fini avec vous. J'avais déjà été dans une conférence d'un collaborateur ou un associé à vous, parce que vous êtes venu à l'atelier de première année avec Dieter Dietz. Je connais déjà les films, mais voilà, c'est différent. Mais moi, j'ai une question, c'est peut-être assez personnel, mais vous allez faire quoi quand vous arrêtez de construire? Parce que j'ai l'impression que... Non, mais... Ah, je vais répondre à ça, parce que, voilà, moi, vu l'âge que j'ai, j'appartiens... Vous êtes jeune quand même, hein. Voilà, non. Mais vu l'âge que j'ai, j'appartiens à ce qu'on appelle le baby-boom.
Donc ça veut dire que j'appartiens à cette génération qui va donc coûter cher, on pourrait dire, à ceux qui ont du travail, et coûter encore plus cher à ceux qui n'en ont pas, on pourrait dire. Parce que, voilà. Donc je me suis donné comme règle, dans un premier temps, je me dis je ne vais pas toucher ma retraite, parce que voilà, c'est malhonnête de la toucher, puisque grâce à cette période où il n'y a pas eu de guerre, bonne santé, bien nourri, tout ça, je peux travailler encore longtemps. J'ai changé pour 2 raisons. D'abord parce que j'ai été attaqué par l'Ordre des architectes pour un exercice illégal de la profession. Donc j'ai pris ma retraite anticipée 1 an d'avant l'âge requis. Et ensuite j'ai décidé de prendre l'argent de ma retraite, qui n'est pas très élevé, parce que c'est 2200 € ou 2300 € par mois, et de dire ces 2300 € par mois, en fin de compte, je les donne pour former jusqu'à épuisement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça fait donc 4 ans que je suis donc totalement bénévole sur toutes les actions que je fais pour accompagner ceux qui n'ont peut-être pas, comme on dit, bras long, le courage, la stratégie de faire. Et donc je donne mon temps. Et en fin de compte, c'est un mouvement que je voudrais initier. C'est est-ce que ce temps payé de la retraite devrait être un temps donné qui permettrait non pas de cumuler du travail pour empêcher les jeunes d'y rentrer, mais peut-être pour aider à y rentrer, puisque la période qu'on a vécue est peut-être plus favorable que celle qui est à vivre. Donc je fais ça, et donc j'ai décidé de créer ce qu'on appelle une université foraine, dont le principe, c'est de prendre un objet irréalisable, et donc de faire, alors là, je pense qu'il y a de l'avenir, hein, donc c'est un marché ouvert, comme on dit. C'est-à-dire c'est un objet qui est nécessaire pour une collectivité. C'est une nécessité technique, sociale, culturelle, peu importe. C'est une nécessité. Il y a l'argent pour le faire, mais il y a une impossibilité technico-politique de faire. Parce que ça ne concorde pas avec un mandat, parce que c'est je sais pas quoi, parce qu'il y a des fouilles archéologiques, parce que je sais pas quoi. Et donc je vais dans des villes et je demande la liste des objets qui ne peuvent pas se réaliser. Donc c'est assez drôle, personne n'ose la donner parce que c'est la honte. Alors il faut pousser, il faut détendre, mais non, vous inquiétez pas, c'est pas pour faire un article critique dans la presse, donnez-moi. Donc en général, il y a entre 6 et 8 projets comme ça qui ne sortent pas. Et après, c'est de prendre une journée complète avec le maire et les services et les élus, et d'aller voir ces 6 projets, et de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc c'est assez drôle. Une fois sur 2, le maire pense que le projet était résolu, que le projet était encore de résolution. Il avait voté les finances et tout, il ne savait pas que c'était bloqué. Et pour d'autres, il ne pensait même pas que ça existait encore. Il pensait qu'on avait abandonné. Il ne pensait pas qu'on avait encore des sommes inscrites pour faire quelque chose, alors que politiquement on avait abandonné. Et ça, c'est l'idée, c'est les contretemps entre la technique, la décision politique et tout. Donc j'en prends un projet comme ça, je dis, de celui-là, on fait converger sur cet objet tous les savoirs qui sont peut-être d'ailleurs ceux de celui qui bloque, car il a en partie un savoir, celui-là, simplement il bloque parce qu'il lui manque un truc. Et éventuellement, on fait venir un autre qui, lui, n'a pas de savoir par rapport à ça, et on reste sur le terrain jusqu'à temps qu'on ait résolu le problème. Et quand on a résolu le problème, on s'en va. Donc là, on en fait 3, dont un qui est quand même un très beau, parce que c'est une fac dentaire qui a fermé, et donc il y avait plusieurs milliers d'étudiants qui ont quitté le centre-ville et qui ont laissé un bâtiment très beau, un bâtiment du XVIIIe siècle, 7500 m² en plein centre-ville. Et donc, quoi faire d'un bâtiment comme ça? Première idée, un musée classique, un conservatoire, une extension de l'école, machin. Dernière idée libérale, un hôtel 4 étoiles. Et donc, personne ne se met d'accord. Et donc, pendant ce temps-là, le bâtiment est vide, s'abîme. Et qu'est-ce qu'on en fait? Donc, l'idée, c'est de prendre ce bâtiment et de travailler sur le non-programme. Est-ce qu'on peut occuper un bâtiment dans l'état où il est, puisqu'il était une fac dentaire, qu'il y a un amphithéâtre comme ça, simplement il n'y a plus les tables, et je vous jure, il est mieux sans les tables, parce que maintenant on se réunit dans l'amphithéâtre sur les chaises, enfin sur les marches, c'est beaucoup plus beau. Et il a perdu justement tous ses artifices, ses faux plafonds et tout, il est libre presque, et reste au rez-de-chaussée un centre dentaire qui lui soigne les gens pauvres qui viennent là pour se faire soigner, et qu'on forme les étudiants sur les pauvres, on pourrait dire, ou sur les enfants espiègles, les enfants qui sont cassés une dent sur un radiateur, donc on a ça quand même. Et donc du coup, il y a 42 000 personnes qui viennent se faire soigner les dents,
Et je me suis dit, c'est un équipement qui reçoit 42 000 personnes par an, c'est un bel équipement, et j'essaye de transformer, on y vient pourquoi? Et donc, je voudrais faire un truc sur le baiser. Parce que comme on y vient pour se réparer les dents, je me suis dit, je vais prendre l'extrême, c'est s'aimer. Et donc, on va essayer de travailler sur, c'est quoi la bouche? Pourquoi faut-il des dents pour manger, pour parler? Voilà, et en fait, c'est compliqué. Alors, on va faire un truc sur la nutrition, sur le chant, sur l'éloquence. Et moi, j'aimerais faire un truc sur l'amour. J'aimerais faire un truc. Et donc, du coup, ça, c'est drôle parce que le professeur de ce centre dentaire, qui est une sommité, me dit, mais je ne peux pas faire ça. Et comme moi, je m'appelle Bouchin, je lui dis, mais je m'appelle Bouche 1. On va faire un truc sur la bouche quand même. Alors, à ce moment-là, il me dit, moi, je m'appelle Vulcain. Alors du coup, on a fait une association Vulcain-Bouchin, et il me dit, Patrick, parce que maintenant il m'appelle par mon prénom, la bouche, c'est le carrefour de la vie. Et donc on a appelé notre équipement le carrefour de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà.